Hello et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Oui, ça fait super longtemps qu'on s'est pas vu et c'est un projet que j'avais en cours depuis assez longtemps, donc je suis trop contente de vous retrouver pour parler de la transition entre les études d'ergo et le premier ou les premiers jobs. Bon, si jamais vous entendez des bruits, maintenant j'ai un petit chat. Ouh, donc s'il y a des bruits de fond, c'est pas moi, c'est Nounours. Encore une fois, j'adore partager toutes mes expériences, mais j'aime aussi vous faire participer à mes vidéos. Pourquoi ? Parce que mon expérience, ok, c'est trop cool de la partager, mais c'est aussi bien de pouvoir partager un peu l'expérience de tous pour pouvoir vraiment vous aider, vous apporter des moments clés, des expériences clés, ou alors juste de pas vous sentir clairement seul. Déjà, je tenais à remercier toutes les personnes qui m'ont aidé à co-créer cette vidéo. Souvent pour ce genre de projet, je partage des questionnaires ou de ce genre de choses en story Insta, donc n'hésitez pas à me rejoindre. C'est pareil, Claire's Minds, même chose sur TikTok, même chose ici. Voilà. Avant de commencer, pareil, s'il vous plaît, j'aimerais et j'espère que cette chaîne restera toujours aussi bienveillante. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec certaines expériences ou que vous voulez juste rajouter des choses, toujours s'il vous plaît, restez dans la bienveillance dans les commentaires. Allez, on commence direct parce que je pense que ça va être une super longue vidéo. Donc du coup, comme je vous le disais, le but de cette vidéo c'est de vous parler un peu de la transition entre les études d'ergo et le premier ou les premiers jobs. Donc je vous ai fait remplir un petit questionnaire Google Forms. Déjà évidemment au niveau de la population qui a répondu à tout ça, c'est forcément dans la vingtaine, vers 24-25. Vous êtes plus d'une soixantaine à avoir répondu, donc encore une fois merci. Juste pour que vous ayez un peu une petite indication de qui sont ces personnes pour justement voir si vous arrivez plus à vous identifier à certains discours ou non. Il y a eu à peu près 57-58% de personnes françaises et il y a eu à peu près 36% des répondants qui étaient de Belgique, donc je suis contente, il y a quand même des Belges qui nous suivent. Il y a aussi quelques réponses du Canada et également de Suisse. Sinon, il y a eu pas mal de personnes qui ont répondu qui étaient en dernière année d'études, qui sont vraiment à toute fin, des personnes qui sont dans leur premier job, donc c'est-à-dire qu'ils sont en activité depuis genre moins d'un an quoi. Et du coup, moi évidemment, mon expérience, j'ai commencé à travailler en septembre. Je vous refais juste un petit récap. J'ai fini mes études d'ergo en juillet 2020, j'ai fait 2 ans de master, j'ai eu du coup mon mémoire en août dernier, j'ai commencé à travailler en septembre en service de revalidation ambulatoire neuro-ortho. La première question c'est comment est-ce que tu te sens si t'es en dernière année d'études ou comment est-ce que tu te sentais pendant ta dernière année d'études. La plupart d'entre vous ont quand même répondu que vous étiez assez perdu, c'était vraiment un sentiment global et puis il y a eu plusieurs branches dans le sens où est-ce que je continue les études après, comme moi j'ai pu me ressentir, ou est-ce que je travaille après, dans quel type de structure, avec quel type de population, est-ce que je vais forcément vers une branche dans laquelle j'ai déjà été en stage ou est-ce que je me lance dans l'inconnu. Il y a aussi tout ce qui est se sentir perdu au niveau de ses connaissances et de ses compétences, est-ce que je connais suffisamment de choses pour pouvoir travailler, est-ce que je me sens assez professionnelle pour pouvoir travailler. Et du coup tout ça a été aussi beaucoup lié avec le stress de s'intégrer à une équipe, le stress de pas connaître suffisamment, mais ça je vous rassure, on en reparlera plus tard, mais les formations sont faites pour ça. Il y a aussi également un gros stress de trouver de l'emploi, ce que je peux comprendre. Sur le stress de trouver de l'emploi, c'était un petit peu mitigé. Il y avait des personnes qui ont trouvé directement du travail, pas du tout de soucis, pas de contrat court avant de trouver un contrat long, des personnes qui savaient déjà qu'elles allaient être embauchées. Et il y avait d'autres personnes, un peu comme moi, qui, en sachant dans la branche dans laquelle on voulait travailler, on savait que ça allait être bouché. Exemple, là je travaille en revalidation ambulatoire neuro-ortho, tout ce qui est neurologie, trucs comme ça. En général, ce service-là, je parle pour Bruxelles. C'est quand même relativement vite bouché. Bon là cette année il y a eu plein de postes, je sais pas comment ça se fait, mais disons que à Bruxelles, la grande majorité des postes, de quand en tout cas moi j'ai commencé à postuler, c'était beaucoup en gériatrie, beaucoup en maison de repos et de soins. C'est l'équivalent de l'EHPAD en Belgique. Maintenant j'ai aussi lu dans vos commentaires que c'était pas forcément le cas dans toutes les régions et donc ça c'est hyper important. Peut-être que cette vidéo va vous sembler un peu pessimiste mais non, le but c'est de mettre en lumière des problèmes, des sentiments qui ont été ressentis pour trouver des solutions. Donc si ça vous stresse, n'hésitez pas à demander à vos anciens maîtres de stage, à vos camarades, à vos profs dans l'école, dans la région dans laquelle vous étudiez ou vous travaillez, s'il y a des pénuries d'ergo dans certains domaines, s'il y a justement trop de demandes dans d'autres domaines, et comme ça vous êtes un peu fixé et
disons que vous aurez déjà un peu des premières réponses à une question qui vous stresse. Revenons à nos moutons, c'est-à-dire sur les sentiments que vous avez ressentis en dernière année, vraiment à la fin du cursus. Il y a eu beaucoup le syndrome de l'imposteur, j'en ai déjà parlé, avec tout ce qui était au niveau compétences, connaissances, etc. Ce que je peux tout à fait comprendre et ce que j'ai beaucoup ressenti aussi moi au début. Maintenant, ce que je peux vous conseiller, c'est s'il y a d'autres collègues ergo qui sont avec vous dans l'équipe, n'hésitez pas à leur en parler pour savoir si, je sais pas, vous pouvez un peu analyser votre pratique, avoir une sorte de mentorat, que ce soit avec les ergots qu'il y a dans votre service ou dans votre, au plus grand, je sais pas, peut-être dans votre hôpital. Il y a aussi des moyens de faire des mentorats, par exemple quand vous êtes en libéral avec d'autres ergots en libéral. Là je fais un petit clin d'œil à Clémentine de Bébé S'éveille parce que je sais qu'elle fait du mentorat il me semble. Ensuite, deuxièmement, continuer à lire des articles. Je sais qu'on était souvent obligé de le faire en cours pour certains travaux de groupe, certains travaux, etc. pour le mémoire, mais c'est toujours important. Et la troisième option qui m'a beaucoup aidée et qui m'a vachement rassurée, qui a diminué mon stress, moi, c'est tout l'aspect formation. Parce que du coup j'ai pu me former en revalidation neuro, que ce soit aiguë ou chronique. Et dès que j'ai entre guillemets planifié cette formation, je me suis dit ok, tu te déstresses, ta formation va arriver, et au final quand j'ai eu la formation, j'ai découvert des choses et en même temps je me suis rassurée sur d'autres où en fait, bah non, j'avais pas oublié tout mon cours, c'est pas que de l'instinct que j'ai fait mais c'est clairement basé sur des recherches que j'avais lues. Enfin voilà, ça permet de vous rassurer, d'avoir un peu un plan au long terme et de toute façon, la formation continue, c'est très important, voire obligatoire pour nous les ergots, même tous les professionnels de santé. Ça c'était un peu tous les stress, toutes les inquiétudes, mais en même temps il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit que ok, elles se sentaient perdues mais qu'elles avaient vraiment très hâte de travailler, de pouvoir rentrer en relation, en prise en charge avec les patients ou les clients. Il y en avait aussi qui, comme je vous disais tout à l'heure, ont trouvé du travail assez rapidement et donc il y avait juste hâte de finir, de commencer à travailler et du coup aussi de pouvoir développer plus de projets perso. Et ça c'est un truc hyper important, on en parle souvent sur la chaîne de l'équilibre occupationnel des étudiants et ça me tient autant à cœur pour les étudiants que pour les jeunes travailleurs. Et vous allez voir que quand vous allez commencer à travailler, ce qui est bien c'est que le week-end, ben en fait vous n'avez pas de travaux à rendre. Vous n'avez pas genre de travaux de groupe, organiser des zooms, des je sais pas quoi, non. C'est un vrai week-end et donc même si je vous donne mon expérience, nous en Belgique on fait un 38 heures semaine, donc je fais 9h-17h tous les jours du lundi au vendredi. Le soir, si j'ai envie de rien faire je fais rien, et le week-end si j'ai envie de partir en week-end je pars en week-end, je vais pas me dire oh purée faut que je révise pour mon examen qui est dans 2 mois, non. C'est vivre, donc c'est beaucoup de stress le post-études mais c'est aussi redécouvrir un peu ses envies, ses besoins. Alors on a parlé un petit peu du fait de l'appréhension de trouver un travail, c'est-à-dire de peut-être mettre trop de temps avant de trouver un travail. Pour vous rassurer, j'ai eu l'impression dans les réponses que vous m'avez envoyées, c'est qu'il y avait quand même un bon tiers qui avait trouvé directement parce qu'ils avaient fait un stage, ou parce qu'ils avaient déjà eu des offres d'emploi, ou parce que justement ils étaient dans des régions où il y avait beaucoup de demandes donc ils savaient qu'ils allaient trouver. Et puis les 2 autres tiers, ça a été souvent entre 1 à 3-4 mois pour trouver un travail dans une branche qu'ils aimaient beaucoup directement après le diplôme. Puis il y a eu encore un autre tiers où c'était bah voilà, des gens qui ont un peu plus fait des contrats courts, des CDD, avant de trouver un CDI ou des CDD qui leur plaisaient un peu plus. Comme ça vous savez un petit peu. Après pareil, c'est pas toutes ces réponses, c'est pour vous donner une indication mais c'est pas à prendre à la lettre. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes de la France, de la Belgique, de la Suisse, du Canada qui ont répondu. Et des différentes régions, enfin voilà, ça dépend comme je vous disais tout à l'heure des régions, des demandes, etc. Moi du coup pour ma petite expérience que j'aime bien toujours rajouter ma petite graine, je travaille dans un endroit où j'ai fait un stage. Ça m'a beaucoup aidé pour plusieurs aspects. Déjà de une, je connaissais les locaux, le matériel, mais ça m'a aussi beaucoup aidé pour savoir la population, le type de pathologie. Je savais par exemple qu'il y avait beaucoup de personnes qui parlaient pas voire très peu français, donc je savais que je devais, bah voilà, ça devait être une de mes capacités de pouvoir m'adapter à la langue. Et il y avait aussi également le fait de connaître la plupart des personnes de l'équipe, et ça c'est vraiment hyper chouette de juste connaître les 3/4 des prénoms. Moi qui ai du mal avec les noms, juste de savoir qui est qui à peu près dans le service. Enfin, voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé, et j'ai lu aussi que c'est des choses qui vous ont aidé. Voilà. Mais ça arrive souvent que quand on fait un bon stage, après, soit dans la foulée il y a une proposition d'emploi, soit les personnes vous retiennent et quand vous postulez, bah, c'est forcément plus facile d'être embauché parce que donc la passation de job est quand même plus simple quand tu connais l'environnement quoi.
Alors, une question que je trouve hyper cool et qui je pense pourra vous aider, ça a été quelles ont été les étapes que tu as dû faire après les études d'ergo pour ton premier travail. Déjà, plus globalement, sans parler de pays ni rien, forcément ça va être refaire un CV, faire des lettres de motivation en fonction du lieu du travail où tu veux exercer, et aussi forcément tout le tralala, passer des entretiens, etc. Et après, tout ce qui est démarche un peu plus administrative, je vais le décomposer un peu par pays. Si t'es en Belgique, que t'es belge, ou que t'es résident belge, ou que t'es domicilié en Belgique, en tout cas c'était comme ça moi à mon époque, tu devais juste attendre que ton école fasse la demande de visa ou d'agrément une fois que tu avais tout validé, et puis tu recevais sur ton adresse mail ton visa et ton agrément pour pouvoir exercer. Moi à l'époque j'ai fait la demande moi-même, il me semble pas que ça ait mis très longtemps à arriver, puis comme j'ai repris mes études ça m'a pas posé problème. En France, premier cas de figure, si tu as fait tes études en Belgique et que tu reviens en France, forcément tu vas devoir faire ton équivalence. Pareil, en fonction des régions, c'est plus ou moins long. Essayez de vous renseigner auprès de vos camarades. Moi, je sais pas tout. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il me semble que dans le Nord, c'est très long et souvent ils vous demandent des stages. Et oui, du coup, la demande d'équivalence, autant pour dans certaines régions, ça se passe très bien, ça se passe très vite et ils demandent rien de plus. Autant dans d'autres régions, ils vont te demander un examen, un peu comme un examen de synthèse. Et ou alors, ils peuvent te demander des stages dans les domaines dans lesquels t'as pas fait assez d'heures. Donc ça c'était la première étape, équivalence, et puis il faudra nous demander ton numéro d'ADELI. Et ça, le numéro ADELI, de toute façon, que tu aies fait tes études en Belgique ou en France, c'est l'étape principale, puisque quand tu es diplômé en France ergothérapeute, demander ton numéro ADELI pour pouvoir exercer dans la région dans laquelle tu veux exercer. Je parle très vite, ça fait très longtemps que j'ai pas fait des vidéos. Après, si j'ai bien compris la réponse, il me semble que c'est une Française qui est partie pour travailler au Québec, sauf qu'au Québec, les études sont plus longues et donc elle a dû refaire 2 années d'études pour pouvoir avoir sa maîtrise en ergothérapie. C'est pas un secret, l'ergothérapie est bien plus développée au Canada, donc ça semble logique, mais comme ça je vous partage au cas où vous voudriez partir au Canada. Également aussi une autre étape pour cette personne qui est partie au Canada, c'est de faire la demande de permis de pratique à l'ordre des ergothérapeutes du Canada. C'est bien ça. Désolée, ce genre d'infos je les lis parce que clairement c'est un peu beaucoup précis pour ma mémoire. Ensuite, la prochaine question c'était est-ce que tu peux un peu me décrire le début de ta prise de poste, qu'est-ce que tu as dû développer, tes compétences, qu'est-ce qui a été plus difficile, qu'est-ce qui a été moins difficile. Toujours ce fameux syndrome de l'imposteur qui revient assez souvent. Mais à la fois au niveau des compétences théoriques, c'est-à-dire je ne connais pas telle pathologie, il faut que je refasse plus de recherches, je ne connais pas telle pratique, il faut que je demande à d'autres collègues, mais aussi sur l'aspect un peu plus précis, c'est-à-dire de tout ce qui était des démarches administratives. Et là, gros big up aux personnes qui se sont installées en libéral directement après le diplôme, parce que justement, en général, tout ce qui était administratif en plus que les personnes ne connaissaient pas, c'était par exemple ce qui était par exemple faire un dossier MDPH pour justifier ça, ou ce genre de questions. Après, comme d'hab, il y a des formations comment bien s'installer en libéral, je ne le dirai jamais assez. Il me semble que c'est Estia Formation, mais j'espère que je dis pas de bêtises, sinon je vais rectifier juste par là. Je me dirais, moi aussi, il y a plein de choses pour lesquelles je ne me sentais pas assez préparée, et pourtant je travaille en structure, en hôpital. C'est par exemple tout ce qui va être demande pour des aides techniques, pour des remboursements. Alors oui, j'ai vu tout ce qui était demande de phare, etc. Mais vous connaissez mon parcours, ça faisait 2 ans que j'ai pas du tout parlé d'ergothérapie, j'ai fait un master en santé publique, donc moi, le phare, tous ces trucs là j'avais oublié. Et donc du coup, ce qui est bien c'est l'entraide entre équipes dans ce genre de choses, puisque on a une ergo un peu plus jeune que moi, que nous, qui du coup m'a rappelé l'existence du phare pour les moins de 65 ans. C'est tout plein de petits trucs administratifs, tout plein de demandes où on se sent pas forcément prêt. Après, il y a eu pas mal d'aspects autour de la pratique, vraiment autour des séances, c'est-à-dire un peu être en stress d'être en one-on-one avec ses patients ou avec les parents des patients quand on travaille en pédiatrie. Pas mal de stress autour de j'ai l'impression de manquer de créativité, j'ai l'impression de manquer de matériel pour créer des séances adaptées aux objectifs des patients. Donc ça c'est hyper commun, c'est un peu le même sentiment qu'on a quand on arrive dans un nouveau stage, on connaît pas le lieu, on connaît pas tout ce qu'on peut faire avec. Moi le conseil que je peux vous donner c'est ne partez pas de l'environnement pour faire vos activités, mais partez vraiment des objectifs que vous avez avec les patients. Une fois que vous avez votre objectif, vous savez à peu près à quoi ça devrait ressembler, il y a toujours moyen d'adapter, on est là les ergots pour ça, système D, on se débrouille avec tout pour faire tout. Donc vraiment pensez objectif et puis après vous verrez avec les moyens que vous avez sur place avec votre matériel.
Après, une des choses qui a été décrite et pour lesquelles j'ai un peu ressenti ça, il y a le fait de se sentir toujours stagiaire en prenant le premier poste, surtout quand on a déjà fait un stage dans la structure. Mais ça, j'ai envie de vous dire, ça vient avec le temps, ne vous mettez pas de pression. Vraiment comme toute chose, vous allez prendre votre place, vous allez prendre vos marques. Et en même temps, ça peut être frustrant parce que malgré tout, que vous soyez en structure où il y ait des ergots ou qu'il n'y ait pas d'ergots, que vous soyez premier ergot ou 10e ergot, il y a toujours besoin, malheureusement, de défendre sa place en tant qu'ergot et son champ de compétences. Voilà, ça c'est toujours présent et c'est un truc que j'aime bien répéter aux personnes, c'est-à-dire que quand tu commences les études d'ergo, tu vas devoir expliquer à ton entourage ce que c'est, à tes amis ce que c'est, ce que tu fais. Et quand tu vas commencer à travailler, tu vas devoir continuer à défendre ton métier. Voilà, c'est quelque chose dont il faut être conscient et qui peut être assez lourd au début. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à en parler en équipe ou vraiment à aller dans de la formation un peu positive. Et tout ce que je peux vous dire, c'est bon courage et ça vient avec le temps, les années, les mois. Et il y aura toujours des personnes qui comprendront réellement ce que c'est votre métier et qui seront à fond avec vous pour vous aider, pour défendre vos projets ou ce genre de choses. Un sujet qui me tient à cœur, c'était la question sur comment tu t'es senti par rapport à l'intégration au sein d'une équipe plurie. Je vais faire un peu deux trucs séparés. Je vais parler un peu des structures et de mon expérience et de votre expérience et un peu du libéral. Alors, moi personnellement, comme je vous ai dit, j'ai fait un stage, je connaissais déjà les noms des personnes. J'ai réussi à quand même vite m'intégrer dans l'équipe. En plus de ça, on est plusieurs ergots dans l'équipe, donc c'est toujours plus simple. Ce qui m'a beaucoup aidé aussi, et du coup je recommande si un jour vous partez de votre poste et que vous allez recruter quelqu'un d'autre et que vous avez le moyen de le faire, c'est de doubler la première semaine ou au moins les premiers jours la personne qui vous remplace, parce que moi ça a été le cas pour moi et ça m'a vraiment aidé parce que du coup c'est pas juste études, boum, tu prends X patients à la journée. Vraiment premier jour observation, revoir des aspects un peu administratifs, genre les emplois du temps, tout ce qui était appel, tout ce qui était accès au dossier des patients, enfin tout ce genre de trucs. Et puis au fur et à mesure prendre des patients, se familiariser, qui retiennent ton prénom tout simplement, qui se rendent compte que c'est toi qui vas remplacer la nouvelle personne, enfin voilà. Et ça vraiment ça m'a beaucoup aidé, donc vraiment big up. Et si vous savez le faire quand vous changez d'emploi, top. Ensuite, pour tout ce qui est libéral, je vous ai lu et ce que j'ai remarqué, c'est que autant parfois quand vous travaillez en collaboration, donc il y a d'autres ergots dans le cabinet, ça vous a quand même facilité la tâche, mais autant parfois c'est compliqué de communiquer avec toutes les personnes qui gravitent autour de vos patients. Par exemple, je prends l'exemple de quelqu'un en libéral qui travaille en pédiatrie et qui aurait besoin de beaucoup communiquer avec le médecin traitant ou le psychologue. Bah, ça peut être compliqué d'avoir des réponses parce que chacun est un peu débordé et que voilà. Pour ça, j'ai pas trop de solutions. Maintenant, je trouve que c'est important d'en parler, comme ça vous le savez d'ores et déjà. Encore une fois, c'est pas une vidéo pessimiste, mais c'est juste pour vous donner un peu tous les problèmes, toutes les choses, tous les sentiments qui peuvent exister, comme ça vous saurez déjà ce qui existe et vous serez pas réellement surpris du terrain. Et j'en parlais tout à l'heure, mais du coup il existe un système de mentorat, donc n'hésitez pas à vous renseigner déjà en fin d'études si vous voulez faire par exemple, je sais pas, du libéral ou quoi, ou même dans les structures, s'il y a des ergots qui font ça, dans vos anciens maîtres de stage, demandez à vos écoles, c'est vraiment un système qui, je pense, doit être un peu plus développé. Et on arrive enfin à la fin de la vidéo. Cette fin de vidéo, prenez un petit thé, une petite tisane, ok. Cette partie c'est vraiment une partie où je vous ai demandé qu'est-ce que vous aimeriez dire, transmettre comme message aux étudiants et futurs ergots ou aux jeunes ergothérapeutes ou aux futurs ergothérapeutes, bref. Tout ce que vous avez envie de communiquer à vos collègues et futurs collègues. Donc j'ai fait une petite sélection. C'est pour ça que dans cette partie de vidéo, relaxez-vous et c'est vraiment cette partie peut-être que vous aurez besoin d'entendre plusieurs fois si un jour vous vous sentez démoralisé ou un peu stressé. L'ergothérapie, c'est un métier de cœur et de passion. Je pense que le plus important, c'est de se sentir bien dans notre pratique professionnelle. Je ne regrette pas d'être allée en ergothérapie, mais c'est vrai que les études ne sont pas faciles. On a beaucoup de cours, en peu de temps, beaucoup de compétences à acquérir. Plus les années avancent, plus on doit être autonome, donc il faut avoir une bonne gestion de son emploi du temps. C'est normal de ne pas trouver la solution à tout dès le début. Ok, continuer à lire et à faire des recherches sur les sites des revendeurs de matériel est essentiel. Ne pas avoir peur de dire « je ne sais pas mais je vais faire des recherches » et pouvoir lire des articles dessus.
s'écouter et ne pas oublier qu'on n'est pas que ergo ou étudiant ergo. Il faut prendre le temps de réfléchir aux stages qu'on veut, qu'on voudrait prendre et faire des stages dans des structures vraiment différentes. Ça permet d'apprendre à se connaître et connaître le type de travail et de population qui nous convient. Et accessoirement, c'est plus facile quand on veut passer l'équivalence. Croyez en vous, même si les débuts sont parfois difficiles, prenez ce que vous avez à apprendre mais ne perdez pas votre façon de penser et votre personnalité. Nous ne sommes pas des robots formatés. Encore une fois, on est des humains, on a des émotions. Les études d'ergothérapie sont difficiles mais vraiment passionnantes. Il faut s'accrocher, belle profession qui évolue. Essayez d'être rigoureux dans votre méthode de travail pour éviter d'être sous l'eau. Si vous avez des rattrapages ou des stages à rattraper, ce n'est pas grave. Surtout ne vous découragez pas pour ça. Préparez votre mental pour les travaux de groupe, on est d'accord. Et ça sert énormément pour travailler en cohésion, puisque en tant qu'ergo, on travaille toujours en collaboration avec d'autres professionnels, directement ou indirectement. Ben voilà, sur ces beaux mots, j'espère que cette vidéo vous aura un peu préparé à la suite. En tout cas, ça m'a fait plaisir de revenir en vidéo, c'est toujours chouette d'avoir un peu cet échange. J'espère qu'on se retrouvera bientôt pour une nouvelle vidéo, que je laisserai pas autant de mois voire années entre deux vidéos. Et puis n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta, à me suivre ici et à me suivre sur TikTok, c'est là où je suis aussi active. Bye, à la prochaine.